Malgré son caractère très récent, l'univers de Jujutsu Kaisen fourmille d'informations. Je pense que ça se voit un peu au vu de toutes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, et surtout parce que ça fait des vues. Beaucoup d'informations sont plus ou moins méconnues, et elles passent très souvent à la trappe. Et c'est pas du tout parce qu'on lit les leaks le mercredi matin tout en japonais. Donc si t'apprécies Jujutsu Kaisen, cette vidéo risque de te plaire, car elle va un peu me servir de fourre-tout d'informations, de théories, voire même d'explications toutes simples que je n'aurais pas mis dans une vidéo dédiée. Enfin, me connaissant, la moitié ne seront pas dans la vidéo. Donc si jamais celle-là te plaît, n'hésite pas à le faire savoir, peut-être que je sortirai une suite. Toutes ces informations seront faites sous forme d'iceberg. Même si c'est très connu sur YouTube, on va voir brièvement comment ça fonctionne. En gros, un iceberg est une vidéo où on va de plus en plus en profondeur sur le sujet. Et pour cela, pour découper l'avancement de la vidéo, je le fais en fonction des fameuses classes de Jujutsu Kaisen. Classe 4 pour les informations du niveau d'une personne qui s'intéresse un petit peu à l'œuvre, et la classe S si t'es carrément l'auteur. Donc installe-toi, cette vidéo risque d'être un peu plus longue que celle habituelle, mais je pense que tu ne regretteras pas. Commençons avec la partie la plus légère de la vidéo, je parle de la classe 4. Gege Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen, ne montre pas son visage. Oui, il faut bien commencer quelque part. C'est une information qui est un peu anodine et connue par pas mal de monde, mais vous verrez, ça a quand même son importance. D'ailleurs, les rares apparitions en public qu'il a fait étaient dans un costume de Mekamaru, rappelant que le genre mecha est l'un de ses styles de manga favoris. Bon, je ne vais pas te refaire la fameuse blague que t'as dû entendre 100 fois disant que Jujutsu Kaisen c'est seulement une repompe de Naruto, mais il y a un peu de vrai là-dedans. J'en avais un peu déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais le processus créatif de Gege Akutami est plutôt fainéant. Lorsqu'il crée un personnage, il prend toujours une base qu'il a déjà vue quelque part. Donc oui, il s'est bel et bien inspiré de Naruto pour créer certains de ses personnages, notamment Gojo qui est basé sur l'un des examinateurs Chunin que même Kishimoto a oublié, ou la situation entre Yuji et Sukuna qui est clairement basée sur Kyuubi. Mais au vu de la relation entre Sukuna et Yuji, ça s'arrête clairement au postulat de base. Et Naruto n'est clairement pas sa seule inspiration. Bien sûr, il y a aussi le manga qui l'a poussé à créer Jujutsu Kaisen. Je parle bien évidemment de l'œuvre de Tite Kubo, j'ai nommé Bleach. On a l'exemple de Zaraki Kenpachi. L'Algérien de Bleach a carrément inspiré Gojo Satoru et Todo Aoi. L'un dans le statut et l'autre dans le design. Et ensuite, il y a une autre inspiration que je ne comprends pas du tout. Je pense que vous connaissez tous Jogo, le fléau avec un volcan qui lui sert de tête. Et bien Gege Akutami affirme s'être inspiré de Amuro de Détective Conan. Si quelqu'un y voit des similitudes, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, il y a toujours des personnes qui font le rapprochement entre Jujutsu Kaisen et les œuvres de Togashi, que ce soit Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho. Et bien pour le coup, ce n'est absolument pas de la copie. Puisqu'on est tous d'accord, Togashi et Gege Akutami sont tout simplement la même personne. On ne se copie pas soi-même. Passons à la partie un peu plus cosmétique de Jujutsu Kaisen. Parce que capillairement, il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, Nobara n'a pas sa vraie couleur de cheveux. Au regret de vous l'apprendre, c'est une teinture. Peut-être qu'elle a compris qu'avoir des cheveux noirs dans un manga, ça ne fait pas de toi le personnage principal. Mais quand on parle de couleur, ça ne s'arrête même pas là. Car pour ceux qui ne regardent que l'anime, je vais vous apprendre quelque chose. Itadori Yuji n'a pas les cheveux roses. Originellement, il était censé avoir les cheveux blonds. Mais apparemment, le studio Mappa, lors de leur adaptation, a voulu faire un swap color avec Power de Chainsaw Man. Vu que elle, au lieu d'avoir ses cheveux roses, a eu les cheveux blonds. On peut aussi parler de la coupe de Inumaki et de Yuta dans le tome 0. Vu qu'elle ressemblait beaucoup trop à celle de Megumi et d'Uji, l'auteur a préféré les changer, expliquant pourquoi désormais Togi a cette magnifique coupe au bol. Bon après, même si l'auteur semble faire attention à l'esthétique de ses personnages, parfois il y a de sacrés oublis. Par exemple, la plupart du temps où il dessine Sukuna, il ne fait jamais les mêmes marques. Donc vraiment désolé à toutes les personnes qui pensaient que ces marques avaient une signification. D'ailleurs, en parlant de Sukuna, figurez-vous qu'il existe vraiment. En tout cas, selon les légendes. Je pense que tu commences à le comprendre, l'auteur semble s'inspirer de pas mal de choses qui existent vraiment. Passionné ou fainéant, je te laisse en décider. Restons dans les références, figure-toi que la voix japonaise de Itadori Yuji et de Gojo Satoru sont celles de respectivement du Spider-Man de Tom Holland et du Captain America de Chris Evans. Bon après tout ça c'est du niveau des vidéos diffées insolites sur Jujutsu Kaisen. C'est le genre de vidéo qui intéresse beaucoup de personnes qui ont seulement vu l'animé, et encore qui ne sont peut-être pas à jour. La classe 3 est là pour un peu relever le niveau. C'est la classe réservée aux personnes qui se sont déjà quand même pas mal intéressées au manga. Les personnes un peu à jour qui saisissent le plus gros du fonctionnement de l'univers. Initions un peu cette partie en parlant du premier prototype de Jujutsu Kaisen. Beaucoup de personnes connaissent le fameux tome 0 qui a été adapté en film, qui reprend le même
même univers avec des personnages qui étaient là un an avant. Et bien figure-toi que de base l'auteur avait prévu d'en faire un manga d'horreur. Les personnages principaux étaient déjà Yuta et Rika. On y retrouve une Rika beaucoup plus jalouse que dans la version finale, la poussant à chercher à tuer la propre famille de Yuta, raison pour laquelle il chercherait à s'en débarrasser en visitant des maisons hantées, afin de trouver un esprit beaucoup plus puissant qui lui permettrait de se libérer. C'est là que Yuta serait tombé sur l'organisation gouvernementale qui s'occupe de ce genre de fléau, qui aurait été représentée par Mai, la sœur de Maki. Ça aurait pris la forme d'une succession d'histoires indépendantes, et d'après Akutami, il préfère totalement cette version, car ça aurait été beaucoup moins fatigant à planifier. Oui, vous allez voir, plus on avance, plus on va se rendre compte que l'auteur déteste son manga. D'ailleurs, si on compare la version finale du tome 0 avec celle qui a été publiée dans le Jump, il y a quelques différences, notamment le nom de l'ancêtre commun entre Gojo et Yuta, qui de base était tout simplement une figure historique. Akutami l'avait un peu fait sous la contrainte de son éditeur de l'époque, mais dès que Jujutsu Kaisen a enfin été sérialisé, il a directement changé cela, créant ainsi le fameux clan Fujiwara dont lequel Yuta descend. Un clan qui est encore à l'heure d'aujourd'hui très mystérieux mais pourtant qui a eu une sacrée influence sur l'univers de Jujutsu. On le voit très bien pendant l'arc de la traque mortelle, certains joueurs incarnés ont un lien direct avec ce dernier. On pense notamment à Oro qui dirigeait son fameux bataillon d'assassins, ce qui le lie aussi à nul autre que Ryomen Sukuna, car ce bataillon a été exterminé par ce dernier, créant ainsi sa fameuse légende qui a traversé les siècles. Donc là on parle de l'ancêtre commun entre Gojo et Yuta Okotsu, les deux exorcistes les plus forts qu'on a connus. Alors oui, leur ancêtre est Sugawara no Michizane, mais tout porte à croire que Fujiwara a un lien avec Yuta. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. J'aimerais vraiment que l'auteur nous révèle un peu un jour quel genre de personnage c'était. Et au vu du peu qu'on sait, il semble avoir une personnalité assez proche de Yuta Okotsu. Imaginez juste le flashback que ça pourrait donner sur l'ère Heian. En restant toujours sur le sujet des exorcistes du passé, refaisons un peu la chronologie de Jujutsu Kaisen. La période la plus ancienne qu'on connaît est celle de l'ère Heian, la période où naquit Ryomen Sukuna. Mais c'est aussi une période où vivaient Tengen, Kenjaku, Uro, Urome et Yorozu, sans compter le clan Fujiwara. Ensuite on a Kashimo et Ryu, qui eux ont vécu 400 ans avant notre ère et ne se sont jamais rencontrés, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Ensuite, il y a quelques autres personnages que je n'ai pas encore cités, mais on y reviendra un peu plus tard. Bon, l'histoire c'est bien, mais quand on parle d'exorcisme, la pratique c'est quand même un peu plus intéressant. Donc voyons un peu plus en détail comment fonctionne l'énergie occulte. Et croyez-moi, elle vaut vraiment le coup qu'on s'attarde dessus, car elle ne ressemble pas vraiment aux autres systèmes d'énergie qu'on peut voir dans d'autres mangas. L'énergie occulte est créée par les sentiments négatifs, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les fléaux naissent. Ce sont des simples amalgames de pensées négatives de la population japonaise. Et un exorciste, contrairement aux humains, ne laisse pas échapper cette énergie, donc ne créant pas de fléau et pouvant la manipuler. Elle est d'ailleurs générée par le corps à partir du nombril, sauf quand il s'agit de sorts inversés, qui lui part du cerveau car étant la boîte noire qui te permet de consigner et manipuler tes sorts. On va peut-être remettre ce qu'est un sort inversé. Comme je vous l'ai dit, l'énergie occulte est générée par des sentiments négatifs, sauf que contrairement au fléau, notre corps est considéré comme neutre, ce qui empêche les exorcistes normaux de se régénérer grâce à cette énergie. Mais si on applique la règle qui dit que multiplier un chiffre négatif par un autre, cela crée un chiffre positif. C'est d'ailleurs comme ça que cette énergie prend forme, ce qui permet donc de pouvoir régénérer un corps humain. Tout au long de Jujutsu Kaisen, on y verra d'autres déclinaisons, comme par exemple Yuta Okotsu qui l'utilise pour détruire des fléaux, car comme les fléaux sont composés d'énergie négative, donc une charge positive reviendrait à les détruire. Donc utiliser une énergie dont la polarité a été inversée revient à inverser le sort, raison pour laquelle le sort inversé de Gojo expulse au lieu d'attirer, ce qui veut dire que cela peut théoriquement s'appliquer à n'importe quel exorciste, même si personnellement je trouve ça hyper dur à conceptualiser. Ce serait quoi l'inverse d'un sort de copie, ou bien même un sort qui te permet de créer des familiers à partir de tes ombres? Ça, seul Akutami nous le dira. Il y a aussi un détail qu'on néglige sur l'énergie occulte, c'est qu'elle varie en fonction de l'individu. Et là, je ne parle pas des sorts innés. Apparemment, l'énergie occulte pourrait avoir une certaine texture, qui varie en fonction de l'utilisateur. Le premier exemple qu'on a eu n'est nul autre que celui d'Itadori Yuji, qui apparemment a une énergie à retardement, donnant lieu à son fameux point divergent. Mais ce n'est pas le seul cas de Jujutsu Kaisen. On a l'exemple d'Akari Kinji, qui lui possède une énergie occulte qui est assez rugueuse. Recevoir un coup de ces dernières reviendrait à prendre un coup de botte de baseball enroulé de barbelé. Kashimo en a bien fait les frais, qui lui aussi a une énergie occulte assez particulière. Son énergie est par essence positive, ayant aussi les mêmes propriétés que l'électricité, lui permettant de toucher à tous les coups. Vraiment, Kashimo avait les meilleures prédispositions pour l'exorcisme, même si malheureusement le seul fléau qu'il a affronté lui a mis une sacrée correction. Décidément, cette partie, je devrais la renommer Comment fonctionne l'énergie occulte, vu que là on va parler des serments innés.
Les serments innés ne sont pas seulement propres à Toji ou Maki. C'est un système qu'on peut totalement rapprocher au serment de Nen de Hunter x Hunter. Sauf que dans Jujutsu, il y a deux variantes. La première, tout le monde la connaît, c'est les serments qu'on ne peut pas choisir. L'individu le reçoit à la naissance avec une contrepartie qui est souvent très lourde. Mais il existe quand même des serments que l'on peut choisir soi-même. Le premier que l'on voit, c'est celui de Nanami, qui lui permet de sceller son énergie occulte pendant ses heures de travail. Comme ça, si un jour il se retrouve en heures supplémentaires, il se voit pousser son énergie à 120%. Donc oui, il était bien dans cet état tout au long de l'arc Shibuya. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. J'aurais pu vous dire que l'héritage de Nanami demeure de par son record de rayons noirs enchaînés, mais malheureusement il a été battu. Une première fois égalé par Itadori Yuji et ensuite explosé par Gojo Satoru face à Sukuna. En fait, je viens de me rendre compte que les meilleurs utilisateurs du rayon noir ont tous eu un destin tragique. Allez, on termine avec une dernière histoire concernant l'explication des capacités dans Jujutsu Kaisen. Dans les premiers tomes du manga, entre chaque chapitre, on a des petites explications de la part de Gege Akutami, qui essaye tant bien que mal de nous expliquer comment fonctionne le sort de l'infini. Réflexion autour de ces capacités qui seront partagées avec un ingénieur, vu que pour ceux qui ne le savent pas, le sort de l'infini se base sur les paradoxes mathématiques. Et bien d'après cet expert, toutes les explications concernant le sort de l'infini est totalement faux d'un point de vue mathématique, mais en tout cas conserve toujours une part de logique. En tout cas du point de vue d'un ingénieur. Bon, là on passe à la classe 2, fini les explications basiques. C'est la classe des personnes qui commencent déjà à très bien comprendre l'univers. Ils ont sûrement déjà lu le databook et s'intéressent souvent aux théories. Donc là tu vas voir, on va commencer à effleurer les parties les plus intéressantes de l'iceberg. Bon, je pense que la plupart des gens apprécient énormément Kento Nanami. Et bien qu'on dirait pas vraiment, c'est aussi le personnage favori de l'auteur. C'est le personnage qui revient le plus lorsqu'on demande qui Akutami apprécie le plus. Et le second n'est autre que Kazumi Miwa. Mais si vous savez, la fille inutile qui est fan de Gojo Satoru. Eh bien, je vais vous parler d'une période où il y avait une certaine hype autour du personnage de Miwa. Comme on le sait, cette dernière a très mal vécu les événements de Shibuya. Pas seulement parce que son idole a été scellée, mais surtout pour le rapport qu'elle avait avec Mekamaru. Il faut quand même voir à quel point elle était prête à en découdre face à Kenjaku. Et je pense que pour la plupart des lecteurs, à l'époque, on était pas mal surpris. Sachant qu'on l'a revue pendant la traque mortelle juste après le combat de Yuta Okotsu. Une simple planche où on la voit se déplacer au milieu des décombres. Et à cette époque, beaucoup de personnes théorisaient comme quoi Miwa allait accomplir de grandes choses. Au regret de vous dire qu'il ne s'est rien passé. On la reverra seulement au combat entre Gojo et Sukuna, servant de support aux explications concernant leurs extensions du territoire. C'est vrai que le combat Gojo-Sukuna fourmille d'explications hyper intéressantes qui nous ont énormément appris sur le système de pouvoir de Jujutsu Kaisen. Mais si je devais retenir un seul élément, c'est celui concernant le cerveau des exorcistes. Cela ne date pas uniquement de ce combat, on sait depuis un moment qu'il renferme un secret très particulier. Leur lobe préfrontal renferme la fameuse boîte noire de l'exorcisme, un élément que seuls les plus grands ont à peine commencé à effleurer le potentiel. Kenjaku le voit comme une source d'énergie, Sukuna comme un moyen de créer de nouveaux sorts, ou même Satoru afin de repousser ses limites. Et croyez-moi, ce ne sera pas les seules utilisations qu'on verra. Un autre excellent exemple de ce potentiel, c'est le principal Yaga. Vous savez, celui qui anime des peluches et a créé Panda. Dites-vous que cet individu a percé le secret afin de créer la vie, et pas n'importe quelle forme de vie. On parle quand même d'individus qui sont capables de raisonner et de manipuler l'énergie occulte. S'il le voulait, le principal Yaga aurait pu lever une armée, faisant de lui un exorciste qu'on aurait pu faire correspondre avec la classe S. Donc vraiment, il ne faut pas le sous-estimer, surtout que ça ne s'arrête pas là. Il est capable de recréer la personnalité et l'âme d'un individu qui existait déjà. Il l'a déjà fait auparavant en recréant le neveu de Kusakabe. Et là, ça touche au domaine le plus mystérieux et qui me fascine le plus dans Jujutsu Kaisen, le rapport entre le corps et l'âme. Mais malheureusement, je ne vous en parlerai pas dans cette vidéo. Le sujet est tellement intéressant que j'ai envie d'en faire une vidéo dédiée. Donc continuons plutôt avec des questions que beaucoup de personnes qui s'intéressent un tant soit peu à l'univers s'est déjà posées. L'une des premières, c'est probablement que faisait Yuta en Afrique. Ce n'était ni pour apprendre le logobi ou manger du mafé, c'était pour retrouver les fameuses cordes noires. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, on les voit dans le film Zero. C'est l'un des rares objets qui est capable d'annuler les sorts, qui avait auparavant posé quelques problèmes à Gojo Satoru. Peut-être une des raisons pour lesquelles il est raciste. Malheureusement, la mission de Yuta est un échec. Il n'existe désormais plus aucune corde noire. Le seul autre qu'on a connu était la lance céleste que Toji a utilisée pour le vaincre. Mais apparemment, Satoru l'aurait soit cachée, soit détruite. Enfin, ça c'est si on néglige un certain détail, car la seule fois où on a vu la lance céleste, elle était déjà détruite. Enfin, elle n'était pas entière, car si on se fie au folklore dont est tirée cette arme, c'est censé être un trident
évident. Donc normalement elle devrait ressembler à ça. Donc la question est, qu'est devenu le morceau manquant? Au vu de la situation, une telle arme ce serait vraiment pas de refus. Surtout au vu de celle que Sukuna possède. Kamutoke est une arme que possédait Sukuna pendant l'ère Heian, qui lui permettait tout simplement d'abattre la foudre sur ses adversaires. Hélas, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Celle qu'on verra dans le manga aura été recréée par Yorozu, qui possède exactement le même sort que Mai, le sort de construction d'énergie occulte, qui permet de donner n'importe quelle forme à ton énergie, à l'exception des objets de rang S. Donc la question est comment Kamutoke et le faucheur d'âme ont pu revenir à la vie. Et bien vu que je vous l'ai déjà expliqué précédemment, c'est grâce au serment inné. Pour recréer de telles armes, Mai et Yorozu ont tout simplement sacrifié leur propre vie. Donc ce qui veut dire que dans Jujutsu Kaisen, on peut revoir des armes qui ont été détruites. Enfin, si on retombe sur un individu ayant les mêmes capacités. J'aimerais aussi m'attarder sur le cas de Takaba. On sait qu'il possède la capacité de rendre réel tout ce qu'il trouve comique. Quelles sont les limites de ses capacités? Vu que l'ange en parle comme un individu bien plus mystérieux que ça. Parce que rappelez-vous, lorsque Sukuna a tapé son meilleur croc sur Hana, c'est Takaba qui l'a sauvé, avec l'aide de Amai. Certaines personnes théorisent sur les circonstances de ce fameux sauvetage. Selon moi, l'ange aurait dû mourir, et ce serait donc le sort de Takaba qui l'aurait sauvé, à moins que ce soit Amai depuis le début, vu qu'on sait que Amai fait partie de la catégorie des joueurs éveillés. Donc ce n'est pas un exorcisme du passé, seulement une personne qui aurait éveillé un sort. Et vu que c'est un personnage qui revient de temps en temps suivant toujours Itadori Yuji, il doit avoir forcément un rôle à jouer, à moins que ce soit Takaba qui l'ait transformé en flanc géant, ce qui aurait permis d'amortir la chute de l'ange. Pour comprendre la blague, Amai signifie sucré en japonais, donc peut-être que le rôle de Takaba était de le transformer en sucrerie. Oui, la théorie paraît un peu tirée par les cheveux, mais je vous promets que je suis déjà tombé sur ce genre de théorie. Mais à l'heure où j'enregistre, on a à peine vu le chapitre 240, donc peut-être que mon moi du futur vous fera une update, car selon moi les capacités de Takaba dépassent l'entendement, sinon l'ange n'aurait jamais pris la peine d'en parler. D'ailleurs, parlons un peu de cet individu. L'ange est un exorciste qui a été introduit depuis le début de la traque mortelle, étant un peu l'individu à trouver afin de pouvoir régler toute la situation. Bon, malheureusement ça n'a pas trop été le cas. Mais qui est-il réellement? Pourquoi recherche-t-il Sukuna? Surtout pourquoi Sukuna possède le titre d'ange déchu? Beaucoup de personnes supposent que l'ange et Sukuna faisaient partie de la même équipe, mais cette consonance de divin est très étrange, renforçant encore plus le lien qui existe entre Tengen, Kenjaku, l'ange et Sukuna. À vos théories, on verra qui sera le plus proche de la vérité. Bon, là on va commencer à s'attaquer à l'une des parties les plus profondes. La classe 1 est à l'image de leurs représentants, seuls les plus aguerris peuvent y accéder, donc félicitations d'être arrivé jusqu'ici. En me plongeant dans le databook, je me suis rendu compte de quelque chose. Giga Akutami ne prévoit pas autant qu'on ne le pense les événements de Jujutsu Kaisen. C'est clairement loin d'être le cas. Et je pense que ce n'est pas le seul, il y a toujours des histoires de changement de dernière minute ou le fait que l'éditeur ne valide pas un choix. Mais ça n'en fait pas du tout une œuvre incohérente. Au contraire, c'est aussi son rôle d'apporter une sorte de cohérence à l'univers qu'il nous dépeint. C'est pour cela qu'en général, il est très dur de faire une théorie véridique sur des éléments déjà existants d'un manga. Bon, ça me sert aussi un peu de justification par rapport à toutes les théories que je vais balancer qui sont probablement fausses. Mais personnellement, j'ai un peu envie d'y croire. La première n'est pas vraiment une théorie, mais plutôt un élément qu'on a déjà vu où on ne sait pas si l'auteur va l'exploiter. Je parle de la distinction que fait Sukuna entre humain, exorciste et fléau. C'est ce qu'il aura déclaré face à Jogo afin de comparer sa puissance. Donc si le roi des fléaux prend la peine de séparer les humains des exorcistes, c'est qu'il y a une bonne raison. Avait-il l'habitude d'affronter des individus qui ne possédaient pas de sort mais pourtant étaient très puissants? Un élément qui va totalement dans ce sens se déroule lors de la traque mortelle, lorsque le sumo et le samouraï ont décidé de prendre part à la bataille entre Maki et Naoya. Bien que le sumo semble être capable d'utiliser le territoire simple, il ne semble pas vraiment être un exorciste. On ne sait pas à quelle époque il appartenait, mais il venait probablement d'une ère où l'énergie occulte était beaucoup plus accessible. Une période où les humains étaient quand même capables d'utiliser plus ou moins des sorts, sachant que le territoire simple est accessible à tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du territoire simple, un arcane qui renferme énormément de mystères, capable de lutter face à l'exorcisme ultime, l'extension du territoire, créé comme par hasard à la période où Ryomen Sukuna terrorisait le Japon. La seule chose qu'on connaît de son concepteur est son nom, Sadatsu Ashiya. Son œuvre est tellement immense qu'elle a perduré jusqu'à nos jours, créant ainsi la nouvelle école de l'ombre, un nouveau style qui permet à Kusakabe qui ne possède pas de sort d'atteindre la classe 1, et qui a aussi permis à Mekamaru d'atteindre l'âme même de Maito. J'espère que Akutami nous pondra une super histoire à propos de ses origines. En parlant d'éléments qui a traversé les âges, j'aimerais m'attarder un peu sur Urome. Ce jeune homme androgyne
Rin, qui est le plus fidèle serviteur de Ryomen Sukuna, n'est peut-être pas aussi jeune qu'on le pense. Mais selon moi, il n'a pas été réincarné comme les autres, car on le voit déjà dès la saison 1. Or, le contrat passé avec Kenjaku devait incarner les joueurs seulement lors du début de la traque mortelle. Selon moi, Urome aurait traversé les âges à l'aide de son sort de glace, qu'il utilisait de base afin de conserver les repas de Sukuna. Donc ce n'est pas impossible qu'il l'utilise pour se cryogéniser lui-même, ralentissant son vieillissement et lui permettant de servir éternellement son maître. Restons un peu dans une ambiance où la température est assez basse. J'aimerais un peu parler de la fameuse alliance d'exorcistes d'Hokkaido, car oui, les exorcistes du Japon ne sont pas seulement localisés à Kyoto et Tokyo. L'alliance d'exorcistes d'Hokkaido a été mentionnée 2 fois dans le manga, enfin si on compte le film 0. On a vraiment trop peu d'éléments pour pouvoir pondre une théorie tirée par les cheveux, mais Tengen définira quand même Hokkaido comme un lieu possédant une forte concentration d'énergie occulte, la dispensant donc du rituel de la traque mortelle, créant ainsi une nette frontière entre Hokkaido et le reste du Japon. Au vu de ce qui se passe au Japon, c'est vraiment très étrange qu'il n'ait toujours pas intervenu. Si Tengen prend quand même la peine d'en parler en même temps qu'il explique la traque mortelle, c'est qu'il y a une raison. Je me débrouille plutôt bien en transition, ça nous permet de parler de la dernière théorie de cette classe, car justement elle est tirée de ces fameuses explications, ou plutôt des ajouts qu'a fait l'auteur lors de la sortie du tome relié. Ce dernier rajoutera une case qui changera un peu tout. C'est une case où on voit Itadori Yuji faire le rapprochement entre la traque mortelle et une rivière. On parle quand même de celle qui a maudit Tsumiki et qui l'a plongé dans le coma. Et c'est en se replongeant dans le tome 7 Instinct grégaire qu'on retombe sur une phrase vraiment importante. Un cours d'eau est une barrière naturelle. La franchir est un acte très symbolique. En gros, cette phrase nous apprend qu'il existe des barrières qui ne sont pas définies par les exorcistes. Elles sont là depuis le début et influencent les personnes qui la franchissent. Et si je vous disais qu'il existait une barrière qui était présente tout au long du manga? Attention au petit disclaimer, cette théorie n'est absolument pas de moi. Je suis tombé dessus il y a quelques temps et je pense que ça vaut le coup d'en parler, même si personnellement je ne suis absolument pas d'accord. Il y a certaines incohérences qui sont plutôt évidentes. Mais bon, qui sait? La théorie voudrait que tout au long du manga, lors des événements très importants, on se retrouve face à ces fameuses barrières, toutes symbolisées par un cours d'eau. Alors oui, c'est sûr qu'à prime abord, on voit pas beaucoup de rivières dans le manga. Mais ensuite, des personnes ont décidé de s'intéresser à l'histoire de Tokyo, qui par le passé a connu de nombreux épisodes d'inondations. La ville a toujours été sujet à ce genre de problème et a décidé d'y pallier, par le biais de la construction d'énormes canaux qui se trouvent en souterrain. La première fois qu'on les voit, c'est lors du combat entre Maito et Nanami. Mais bon, là aussi, il n'y a pas eu énormément de combats dans les égouts. C'est là qu'interviennent les fameux canaux qu'on peut voir un peu partout sur les trottoirs de la ville, complétés par différentes démarcations qui servent ainsi de rivières symboliques. Un élément qui va dans ce sens est le fait qu'il soit toujours présent même lorsque les arrière-plans sont effacés. Pourquoi supprimer l'arrière-plan mais quand même dessiner ce genre de démarcation? Ça reste une question qui mérite d'être posée. Je l'ai déjà dit mais je ne suis pas vraiment d'accord avec cette théorie. En tout cas un point où je rejoins cette théorie est l'énorme part de symbolique par rapport au passage de l'autre côté. Je parle du fameux royaume maudit qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Un élément qui est bien présent dans le manga et qui est totalement tangible. Selon Kenjaku, ce serait un plan qui se situerait entre la réalité et le monde des rêves, où visiblement toutes les personnes ayant un lien avec l'énergie occulte sont capables d'y accéder, que ce soit humain, fléau ou exorciste. Ça ressemble un petit peu à l'Adora Link de Fire Force. Sauf qu'apparemment il sert aussi de passage vers l'au-delà. Mais bien sûr les vivants y ont déjà accédé, et étrangement ils font tous partie de la même famille. Je parle bien évidemment de Kenjaku, Shozo et même Todo, à moins qu'ils soient juste un peu bêtes. Les recherches de Kenjaku ont clairement pour but de s'approprier cet univers, d'où son fameux désir de faire évoluer l'énergie occulte. Toutes ces expérimentations précédentes ont une connexion avec ce fameux royaume maudit. On tient clairement la clé du dénouement final de Jujutsu Kaisen, sauf si Akutami ne l'avait pas prévu. Bon là normalement ça devrait être la classe S, mais j'ai plutôt envie de la renommer Pourquoi Gege Akutami est un malade mental. De base je voulais parler de pas mal de théories qui allaient beaucoup plus en profondeur, notamment celle de Megumi avec Gashido Kuro. Ça aurait pu être bien mais j'ai un peu la flemme. Surtout qu'en se plongeant dans les travaux d'Akutami, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc pour cette partie, on va se centrer un peu plus sur son auteur. Ou plutôt au 7ème cercle de l'enfer qui lui sert d'esprit. Bon, la première de cette dernière classe est assez particulière, parce que c'est plus un appel à l'aide. Il y a quelques temps, j'étais tombé sur une présentation d'Akutami. Vous savez, les petits mots que mettent les auteurs en début de tome. Et je ne sais toujours pas si c'était moi qui avais halluciné ou si j'avais vraiment lu ça. C'était une anecdote d'Akutami qui nous apprenait tout simplement que lorsqu'il était enfant, il se mettait du wasabi sur les testicules. Donc ceci est vraiment un appel au secours, est-ce que je suis le seul à avoir vu ça? Je vous mets mon Twitter en description si jamais vous avez plus ample information. En tout cas, ça vous fait une splendide entrée en matière pour vous montrer à quel point Akutami est dérangé mentalement. Pour les anglophones, je vous ai mis une compilation de toutes les présentations qu'il a faites. Vraiment, il y a des pépites.
Une de mes préférées est celle où il dit avoir une maladie qui l'oblige à dessiner des hommes à moitié nus. Et une personne qui a totalement saisi l'étrangeté de cet individu, c'est Tite Kubo, le mangaka qui a donné envie à Akutami de commencer à en faire. D'ailleurs, il y a une interview très connue des deux individus, et je vous conseille vraiment cet échange, il vaut vraiment le coup. L'auteur de Bleach était un peu comme nous en lisant Jujutsu Kaisen. À ses yeux, l'auteur était probablement un malade mental, mais après l'avoir un peu côtoyé, il semble un peu plus équilibré que ça. En tout cas en apparence. D'ailleurs tout récemment, Kohei Horikoshi, Gege Akutami et Tite Kubo ont dîné ensemble. Dans aucun but professionnel, c'était purement amical, ils semblent s'être un peu rapprochés. En même temps tous les trois sont fans du manga de l'autre. J'imagine que leur conversation était comme celle de n'importe quel fan de manga. Un bon vieux débat bagarre qui est le plus fort entre Ichigo et Yuji, suivi d'un bon petit All for One versus Sukuna. Je dis ça un peu pour la blague, mais ça pourrait justifier pourquoi Akutami traite un peu son manga de manière aléatoire. Beaucoup de personnes, moi le premier, ont fait des analyses par rapport aux références bouddhistes de Jujutsu Kaisen. Il y en a vraiment beaucoup et qui sont vraiment intéressantes. Sauf que Akutami a déclaré ne vraiment pas s'y connaître en mythologie bouddhiste. Il se contenterait de connaître les noms et les caser un peu partout. Faut quand même reconnaître qu'il se débrouille vraiment plutôt bien. Mais le problème c'est que ça peut venir invalider l'une des théories qui tourne le plus en ce moment. Spoiler, Gojo Satoru est mort. Mais selon les personnes qui n'ont pas encore fait le deuil, il devrait bientôt revenir. De par une théorie basée sur le bouddhisme dont j'aurai totalement la flemme de vous expliquer. Puisque je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. Mais en tout cas elle est si poussée que si on prend en compte le fait qu'Akutami ne s'intéresse pas plus que ça au bouddhisme et qu'il déteste Gojo, elle est très peu probable. Limite la théorie qui parle du fait que ce soit basé sur le manga Bobobo est un peu plus crédible. Parce que c'est beaucoup plus le genre d'Akutami. Il cale énormément de références à des œuvres plutôt obscures. Et surtout un élément qui n'est vraiment pas des moindres, c'est le fait qu'il soit extrêmement cruel avec ses personnages. De son propre aveu, il ne les considère pas vraiment. Il préfère agir avec le plus de détachement possible. Pour décrire la manière dont il a traité Junpei au début du manga, il se voit comme Light avec Misa Misa. Pour lui, les personnages sont de simples outils afin de torturer les fans. La preuve, si les éditeurs ne validaient pas une suite pour Jujutsu Kaisen, il avait prévu de tuer Itadori au chapitre 10. Bon, quelque part, il l'a quand même fait. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé de notre bon Itadori Yuji, puisqu'en tant que bon fan d'Evangelion, apparemment l'auteur aime bien torturer son protagoniste. Dans le databook, il aura déclaré qu'il n'avait pas encore décidé de la fin d'Itadori, contrairement à Megumi, le premier personnage qu'on voit dans le manga qui a déjà sa fin toute tracée. Et au vu de ce qui se passe actuellement, j'ai vraiment très peur pour lui, vu que quand même Nanami et Miwa sont ses personnages préférés et regardez comment il les traite. Donc je donne vraiment peu cher de nos protagonistes. Bon, je pense que je vais vous laisser sur ça, histoire que vous déprimez bien. Déjà, si t'es encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À moins que tu te sois endormi devant. En tout cas, bonne nuit. Je suis un énorme consommateur de vidéos longues sur YouTube. Et c'est la première fois que j'en fais, donc j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne, like, partage, commentaire et surtout abonne-toi. Si t'es nouveau sur la chaîne, je fais pas mal de contenu sur Jujutsu Kaisen et pas que. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, ça risque de probablement te plaire. N'hésite pas aussi à passer sur Twitch, je regarde l'épisode de Jujutsu tous les jeudis soirs. Et tu peux aussi passer le lundi et le samedi, c'est toujours l'occasion de discuter. Normalement, c'est le passage où je fais une outro un peu aléatoire. Mais pour cette vidéo, j'ai envie de faire un peu différemment vu que... On m'appelle l'avenir. On m'appelle l'avenir. On m'appelle l'avenir. Bon, si la vidéo elle perce, je vous fais un magnifique giveaway de ce chat. J'en peux plus.